j'adopte un enfant et je continue dans la vie où je suis, ou j'adopte pas un enfant et je crée mon enfant qui est pas vraiment un enfant, mais qui est un enfant que je veux aussi, qui est l'entrepreneuriat. Et pendant 24 heures, j'étais là en train de creuser, qu'est-ce que tu fais, ça ou ça, ça ou ça. Et après, c'est vrai que bizarrement, je me suis jamais vue en tant que mère dans un rêve. Mais par contre, en revanche, le salon, je le voyais clairement. La déco, je la voyais clairement. Alors moi, c'est Djenaba. Je suis d'origine sénégalaise. Culturellement, les Africaines de l'Ouest, en tout cas, je ne vais pas m'avancer sur d'autres cultures, mais la coiffure, c'est important. Et moi, pour la petite histoire, on est 5 filles et un garçon. Je suis la seule fille qui n'était pas vraiment coiffée parce que je supportais pas ça. Ça a toujours été hyper douloureux, ça a toujours été un moment hyper stressant pour moi parce que hyper sensible. Beaucoup de terminaisons nerveuses dans le cuir chevelu. Donc, puis c'était pas nécessaire pour moi d'être jolie et d'être coiffée, c'était pas trop mon... Voilà. Résultat, bah, chaque rentrée scolaire, toutes mes sœurs étaient coiffées, moi aussi, mais il me restait toujours un petit bout qui n'était pas fini. On attend demain pour le faire. Et finalement, bah, on finissait jamais. Et c'est vrai qu'à 14-15 ans, j'ai commencé à gérer mes cheveux toute seule. Donc bah, déjà j'avais moins mal, et en plus je faisais ce que je voulais. Donc du coup j'ai commencé à coiffer un peu à la maison. Et après, ça a été les copines, les voisines, les copines. J'ai pas pensé une fraction de seconde que ça pouvait être un métier, parce que mon père avait dit c'est pas un métier. Et j'ai dû négocier, batailler. Finalement, j'ai choisi de mon plein gré la coiffure, et j'ai adoré en fait ce métier, cette filière. Je trouvais que c'était compatible avec moi. J'ai commencé au bac, au shampoing, et puis après on devient coiffeuse, et puis après on devient une coiffeuse qui attire pas mal de clientèle, donc on fait son chiffre. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les années 90, ouais, c'était un réel sacrifice. Parce que le 24 décembre, j'étais dans le métro à minuit, parce que le 31 décembre, à minuit, 1 heure, j'étais encore dans le métro, parce que quand on arrive à l'endroit où on doit arriver, en tout cas à l'époque, on est juste exténué, parce que les fins d'année, c'était les journées qui étaient les plus remplies, et à l'époque, les gens se coiffaient vraiment. C'était les chignons, les paillettes, les couleurs, donc on commençait avant l'heure, je sais pas moi, à 8 heures, 7h30, et on finissait à minuit passé. Il y a un moment où j'ai eu envie de toute façon être mon propre patron. C'est quand je me suis rendu compte que je faisais un bon chiffre, on va dire. Et je trouvais que ce qu'il y avait derrière ce chiffre ne me convenait pas ou ne me convenait plus. Par exemple, je vais voir ma hiérarchie et je demande comment ça se passe. Puisque j'ai développé quelque chose de bien, qu'il y a une belle clientèle qui arrive, que j'estime que mon chiffre... il est super. Est-ce que je peux prétendre à une augmentation? Et la réponse qui m'a été donnée à l'époque, c'était que on n'augmente pas les coiffeuses afro. C'est où je prends conscience de ce qu'on vient de me dire, où je me laisse insulter. Et moi, je suis pas du genre à me laisser insulter. Il me reste qu'un seul choix, c'est de partir en réalité. En sachant que sur la même période, l'autre expérience traumatisante de ma vie, on m'a annoncé que j'aurais pas d'enfant. Comme on dit, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Pour le coup, ça m'a rendu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte. C'est-à-dire que j'avais déjà un super bagage, et cette expérience m'a donné du plomb en plus. Résultat, j'ai décidé d'ouvrir ce commerce. J'ai été juste à la banque pour chercher un chéquier. Et j'ai ma conseillère qui me dit qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai dit mais je compte adopter un enfant. Ah mais là vous avez besoin de combien? J'ai dit je sais pas. Et donc du coup ben cette dame me propose tant et puis tant et puis tant, et puis quand je vois que ça monte je commence à prendre peur et je dis non c'est bon juste tant et ça devrait aller. Et je sors de là, j'appelle ma mère et je lui dis écoute j'ai eu cette discussion, on m'a proposé tant, mais bon qu'est-ce que je fais maman en fait? J'adopte un enfant et je continue dans la vie où je suis, ou j'adopte pas un enfant et je crée mon enfant qui est pas vraiment un enfant, mais qui est un enfant que je veux aussi, qui est l'entrepreneuriat. Alors là, la mère me dit tu me poses une question super dure, là, il n'y a que toi qui peux avoir la réponse. Donc elle m'a rebalancé dans mes filets, et pendant 24 heures, j'étais là en train de creuser, qu'est-ce que tu fais, ça ou ça, ça ou ça. Et après, c'est vrai que bizarrement, je me suis jamais vue en tant que mère dans un rêve. Mais par contre, en revanche, le salon, je le voyais clairement. La déco, je la voyais clairement. Et donc, du coup, j'ai pu avoir ces fonds. Et après, ben, tout en continuant à travailler là où je travaillais à l'époque, j'ai commencé à
chercher un local, c'était hyper dur. Parce que ce qui me bloquait et ce qui me faisait peur, c'était les pas de porte. C'est quand tu cherches à avoir ton entreprise, en tout cas dans la coiffure, je ne suis pas pour les autres, on te fait payer un pas de porte comme si la personne qui était avant moi avait créé une clientèle, donc du passage. Ici, on a la République, donc ce que j'ai payé en payant mon fonds de commerce et mon pas de porte, c'est la visibilité et la clientèle qui aurait été plus ou moins faite avant ma venue. Je me dis, en fait, quand on ouvre une société, c'est déjà hyper compliqué. Jour 1, il y a déjà plein de trucs à payer. Et là, quand on ouvre la boîte aux lettres et on voit 459 € électricité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste des sèche-cheveux et j'ai juste un casque. Mais comment on est monté là? Et puis, on t'appelle et on te dit, attends, pourquoi, je paye quoi là? La SACEM. Pourquoi tu payes la SACEM? Parce que tu mets de la musique dans ton truc. Tu dis, mais c'est mes playlists! Non, faut payer tout ça. Les premiers temps, on dort pas. On dort pas, on est stressé. Est-ce qu'il va y avoir assez de monde? Est-ce que je vais avoir du monde? Est-ce que je vais faire le chiffre? Et combien je dois faire à la journée pour pouvoir avoir ça au mois? Et combien? Mon cerveau, il est tout le temps en ébullition, que je sois en repas de famille, que je sois, je sais pas moi, à la poste ou en vacances. J'ai toujours la moitié de mon cerveau qui est toujours là. Après, la bonne nouvelle, c'est que tous ces défis et tous ces traumas qu'il y avait en début de projet, ça devient en réalité la vie qu'on mène tous les jours. Donc du coup, on ne les voit plus comme des traumas, mais juste des escaliers qu'on franchit. J'ai ouvert en 2014. Et qu'est-ce qui différencie pour moi mon salon des salons où j'ai travaillé? Déjà, moi, je laisse rentrer tout le monde. Je savais que cet endroit, il allait générer différentes personnes, différentes tranches d'âge, différentes nationalités. Je ne fais pas de différence avec une personne qui est à la rue et une personne qui est en appartement, pour faire court. Les gens qu'on va appeler SDF, moi je les vois plus comme des voisins ici. Ça veut dire qu'à tout moment où je coiffe, on parle, on rigole, machin, il y a quelqu'un qui peut arriver à qui on va offrir un café, un chargeur de téléphone, avec qui on va discuter. Et ça, c'était nécessaire pour moi. Le conseil que j'ai à donner aux personnes qui aimeraient avoir un commerce en France, que ce soit des gens issus de la diaspora ou que ce soit pour tout le monde, déjà c'est d'être prêt. D'être prêt psychologiquement, d'avoir le bagage psychologique, mental et physique. Il ne faut pas penser qu'en étant entrepreneur, la vie va être cool. C'est pas vrai. Qu'on va se mettre très très bien financièrement. C'est pas vrai. Pendant les premières années, on serre la ceinture. Et il faut vraiment être blindé. Le dernier conseil que je peux donner, c'est que quand les chocs de la vie arrivent, en fait, il faut vraiment pas se dire que la vie s'arrête là et que c'est quoi ce truc, je vais devenir dingue. Non, il faut vraiment le prendre comme une épreuve de la vie et se dire qu'il y a toujours un demain. On rebondit. Et si par malheur ou par hasard on a un concept, un projet, une société qui fonctionne et qui s'arrête, en fait c'est pas pour rien, les choses n'arrivent pas pour rien et peut-être que ça permet aussi de prendre une autre direction ou de rebondir. Peut-être que demain je vais me réveiller, il n'y aura plus de salon. Et en fait aujourd'hui, ça ne me fait pas peur. C'est-à-dire qu'à tout moment, moi je peux aller faire le ménage, faire un métier, c'est un métier. J'ai pas de honte en quoi que ce soit, de quoi que ce soit. Et juste par rapport à cette philosophie-là, je sais que c'est peut-être pas le mot niaque, mais en fait, tant que je suis pas morte, tant que mes membres ne se sont pas arrêtés, je prendrai tout ce qui arrive comme une nouvelle saison de ma vie, tout simplement.